Lorsque des maires, des gouverneurs ou des membres du Congrès font l'objet d'une enquête, cela suscite toujours une vive réaction dans la société. Et lorsque ce sont d'anciens candidats à la vice-présidence d'un des partis, dans ce cas du Parti démocrate des États-Unis, qui font l'objet d'une enquête, cela devrait provoquer une explosion d'intérêt. Mais la presse de gauche reste silencieuse comme une carpe. Ils n'essaient même pas, même sous la torture, ils ne diraient pas un mot de vérité. Tu peux les torturer autant que tu veux, il n'y aura aucune vérité. Le blogueur de 23 ans, Nick Shirley, vient tout juste de briser la carrière de l'un des démocrates les plus puissants d'Amérique. Tim Walz quitte la vie politique. Lui, j'espère d'abord l'oubli, puis la prison, et encore une fois, j'espère que ce sera pour longtemps. Face à des critiques grandissantes après un scandale de fraude dans son État, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, devrait renoncer à se représenter en 2026. Il va se retirer de la course au poste de gouverneur du Minnesota en 2026, a écrit l'analyste politique Boris Olsen sur Dinatnom dimanche soir. La nouvelle est tombée la veille de la conférence de presse du bureau Walz prévue lundi à 11h. Son bureau n'a pas commenté l'annonce de l'ancien candidat à la vice-présidence. Selon les médias, le poste a contacté le bureau de Walz pour une réaction. Et il s'est retrouvé sous le regard attentif de tout le pays, y compris du président Trump, en raison de la fraude présumée à Medicaid et dans les crèches du Minnesota, qui aurait causé des pertes de plusieurs milliards de dollars. Le contrôle s'est accru après la diffusion virale par le journaliste indépendant Nick Shirley d'une vidéo révélant la fraude totale des crèches financées par les contribuables. Les autorités fédérales mènent des opérations à Land O'Lakes pour détecter et prévenir les crimes commis par des criminels trompant le peuple américain. D'après le ministère de la Sécurité intérieure, Immigration and Customs Enforcement, le FBI, le ministère du Travail, le ministère des Petites Entreprises, l'Association des Petites Entreprises, le ministère de la Justice et d'autres organismes sont présents. C'est quelque chose qui, on peut le dire, a littéralement fait exploser tout Internet. C'était le tweet le plus viral de toute l'année 2025 sur la plateforme. Voici le scandale de Nick Shirley. Ce que signifie l'opinion publique, l'indignation publique. Environ 300 millions de personnes ont regardé la vidéo de Nick sur le siphonnage de notre argent par des bandes de migrants qui étaient aidés ou du moins à qui on ne faisait pas obstacle. Ici, nous devons encore clarifier leur rôle. De nombreux démocrates du gouvernement de l'État du Minnesota et d'autres États, 300 millions de spectateurs, c'est pratiquement tous les adultes américains, plus des étrangers. La question maintenant est de savoir quelles preuves le FBI possède que Walz savait ce qui se passait juste sous son nez. Et comme le disent déjà les témoins, non seulement il n'arrêtait pas le pillage, mais il persécutait aussi activement ceux qui parlaient à la presse ou, disons, à la police fiscale. Et la deuxième question, qu'est-ce que lui et tous les autres en ont tiré au juste ? Chaque jour, nous en apprenons de plus en plus sur la saleté que le Parti démocrate des États-Unis a apportée dans notre vie. Et les démocrates, naturellement, essaient de se défendre et au moins d'améliorer un peu l'impression laissée par à leur sujet, comme sur un parti de type organisation de type mafieux, vous savez, un groupe criminel organisé. Mais donc, les malheurs leur tombent dessus à chaque seconde. Par exemple, là, ils viennent d'en attraper un et de le ramener aux États-Unis. Donc, Nicolas Maduro, quel rapport, me demanderez-vous, le Parti démocrate américain a-t-il avec Maduro ? Leur indignation, qui a soudain commencé à se manifester, rappelle que le vote aux États-Unis s'est fait à l'aide de programmes fabriqués au Venezuela, pas de machines ou de matériel, mais de logiciels. Et puis, aux États-Unis, en 2020 par exemple, de nombreux Vénézuéliens sont venus. Ils étaient censés observer le processus et avaient un accès complet à toutes les étapes du vote et du dépouillement. C'est formidable, oui. Le Venezuela transportait de la drogue vers les États-Unis. Environ 10% de tout ce qui est vendu aux États-Unis arrivait chez nous par bateau et avion, donc de là-bas, du Venezuela. Mais pourquoi les démocrates sont-ils dans une telle panique ? Bon, ils ont arrêté Maduro, d'accord, ils ont crié un peu. Encore une fois, Trump et sang est mauvais, c'est clair, Trump et c'est mauvais. Quoi qu'il fasse, c'est horrible, oui, mais ils sont juste en panique. L'ancien chef du renseignement national du Venezuela aurait révélé les noms des personnes impliquées, dont de nombreux démocrates corrompus en tête de liste. Les plus proches collaborateurs de Maduro craquent et essaient de gagner des points pour se justifier ou, disons, pour écoper d'une peine moins longue.
Et on dit qu'un tas de démocrates élus prenaient en chez nous, eh bien, ce qu'on prend d'habitude, oui, de l'argent. La question est, en échange de quoi? Pour transporter librement de la drogue et tuer un maximum de jeunes Américains? Nous recevons des informations selon lesquelles le fonctionnaire vénézuélien capturé Hugo Carvajal, ancien chef du renseignement national du Venezuela, accuse ouvertement plusieurs responsables américains d'avoir reçu des millions de dollars de pots de vin du régime Maduro. Au fait, si vous ne le saviez pas, Carvajal a reconnu en juin dernier des faits de complot pour narcoterrorisme et purge une peine dans une prison fédérale américaine. Il y a seulement quelques semaines, en décembre, alors qu'il était en détention, Carvajal a écrit une lettre au président Trump dans laquelle il accusait des responsables du gouvernement américain et des agents de la CIA d'avoir reçu des paiements du régime Maduro pour l'aider à rester au pouvoir. Eh bien, pour être juste, actuellement, deux rapports se contredisent. L'un affirmant que Carvajal n'a cité aucun partenaire politique ni responsable gouvernemental en particulier. Cependant, il circule actuellement un rapport contenant une liste de noms, en particulier des sénateurs démocrates, qui auraient prétendument reçu des pots de vin du gouvernement Maduro. Je le répète, cela n'a pas encore été confirmé au moment de la réalisation de cette vidéo, mais la liste présumée comprend toute l'élite des grands politiciens démocrates, ainsi que quelques républicains en plus. Mais ce qu'il est extrêmement important de comprendre ici, c'est que ces accusations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Et la corruption du régime vénézuélien, qui était complètement imprégné de corruption internationale, on peut en fait affirmer que la corruption était le tissu liant du régime vénézuélien et elle a eu un effet néfaste sur les gouvernements et les processus électoraux dans le monde entier pendant plus de 2 décennies. En somme, nous ne savons pas encore s'il existe une liste ou si tout cela est un faux. Il est clair que l'ex-chef du renseignement du Venezuela, actuellement détenu aux États-Unis, a choisi de se repentir et a adressé une lettre à Trump. Il est confirmé qu'il a effectivement écrit et que le bureau de Trump a reçu une lettre indiquant qu'il y a aux États-Unis des hommes politiques et des fonctionnaires qui ont reçu de l'argent du Venezuela. De plus, pour l'instant, il semble que cette affaire ne soit pas liée à la drogue mais au vote, aux élections. Le régime de Hugo Chavez, revenu au pouvoir après 1998 à la suite d'un coup d'État militaire manqué, souhaite l'organisation internationale d'un gouvernement national. Donc, le centre de l'organisation était le cartel de Los Soles, qui était une organisation criminelle vénézuélienne avec un rang très élevé. Les généraux nommés, tous reconnaissables à leur insigne solaire, une distinction sur leur uniforme, d'où le nom de leur organisation. Mais en réalité, ils agissaient comme des chefs du crime organisé, contrôlant les réserves pétrolières de l'État et les systèmes électoraux, tout en détournant des billions de dollars. Parmi les figures clés, il y avait un agent lié au Hezbollah qui apportait l'influence iranienne au gouvernement vénézuélien. Il y avait aussi un autre homme nommé Diosdado Cabello. Il est ministre de l'Intérieur, dirige actuellement le Parlement et était un proche allié de Castro de son vivant. Jorge Rodriguez est le principal organisateur de ce système, où sa sœur est désormais vice-présidente. Et ensemble, ces opérateurs coordonnent un vaste réseau international de corruption fondé sur des partenariats stratégiques avec la Chine, l'Iran, la Russie et même des organisations terroristes, transformant le Venezuela en ce que certains appellent un État voyou, qui en fait servait de quartier général au cartel de Los Soles, une opération de trafic de drogue dirigée par des généraux militaires vénézuéliens. Un bon pays que les barons de la drogue ont offert comme refuge à tous les terroristes, y compris l'Iran et la Russie. En particulier, c'est la Chine qui a fourni au Venezuela des fonds financiers de plus de 100 milliards de dollars, ce qui représente plus de 40% du total des prêts chinois en Amérique latine. Ainsi, ces prêts ont été structurés comme des accords garantis par le pétrole, obligeant Petróleos de Venezuela Société Anonyme, c'est-à-dire la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, à fournir du pétrole brut à la China National Petroleum Corporation.
Cependant, et c'est là toute l'ironie, la corruption endémique et la mauvaise gestion au Venezuela ont conduit à ce que près de 60 projets financés par la Chine restent inachevés ou soient complètement abandonnés. Les enquêteurs ont découvert que des entrepreneurs liés au gouvernement vénézuélien recevaient des pots de vin allant de 10 à 15% de la valeur des projets. Ils blanchissaient des centaines de millions via des sociétés écrans et des comptes en Andorre. Malgré tout cela, malgré le défaut de paiement du Venezuela sur des dettes estimées à 19 milliards de dollars et l'arrêt du remboursement des prêts, malgré tout cela, la Chine a néanmoins élevé les relations au niveau de ce qu'ils ont appelé un partenariat stratégique tous temps, en signant en 2023 un accord sur 600 projets de coopération. La Chine achète actuellement entre 55 et 80% du pétrole vénézuélien, souvent à des prix réduits pour rembourser les dettes, achetant le pétrole vénézuélien à prix réduit pour le remboursement. Une alliance intéressante. Nous vous donnons du pétrole à prix réduit et vous nous fournissez des équipements pour le contrôle de la population. La Chine, dans ce domaine, elle est le leader mondial, comme on dit. Eh bien, tiens, essaye. 1,5 milliard d'habitants tenus en laisse courte, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Une alliance intéressante. Des prix réduits et vous, l'équipement de contrôle de la population, une alliance intéressante pour le pétrole. Des prix réduits et vous, des équipements pour le contrôle de la population. Nous apprenons beaucoup de choses maintenant, pas seulement de Maduro lui-même, mais aussi des gens qui, comme en Iran, des insurgés, ont soudain senti que quelqu'un allait les aider. Désormais, l'information va affluer massivement. Une alliance intéressante. Du pétrole à prix réduit, nous obtenons des équipements pour le contrôle de la population, des pièges venant de pays non occidentaux, ainsi que des organisations non gouvernementales financées par des milliardaires et des organisations soi-disant caritatives. Une alliance intéressante, du pétrole à prix réduit et vous, des équipements pour le contrôle de la population intéressants. Du pétrole à prix réduit et vous, des équipements pour le contrôle. Ce n'est absolument pas la souveraineté du Venezuela, c'est rien d'autre qu'une pauvreté contrôlée, c'est une véritable exploitation géopolitique. Et c'est la distinction que les médias traditionnels ne feront jamais, parce que le rétablissement de la souveraineté ne semble agressif qu'à ceux qui ont profité de son absence. Regardons de plus près. Est-ce qu'une bande de voyous venus de nulle part a pris le contrôle du pays et s'est proclamé gouvernement ? Devons-nous enfin, si on nous appelle des forces extérieures, intervenir ? En principe, non. Nous ne devrions pas, mais si des forces extérieures le veulent, elles interviendront. Est-ce bien ou mal ? Est-ce moral ou non ? Est-ce juste ou non ? Et maintenant, est-ce que ce pays fait quelque chose qui, d'une certaine manière, disons, touche aux intérêts ou gêne ses voisins ? Dans ce cas, les voisins ont-ils le droit d'intervenir ? Qui donne ou ne donne pas ce droit ? Si tu es fort, alors tu interviens, personne ne t'arrêtera. Je ne parle pas de morale, mais de la réalité de la vie. Avez-vous déjà vu quelque chose se passer, selon la morale, toujours, partout, toujours ?
Tous les pays qui ne voulaient pas que des voisins plus faibles influencent leurs affaires attaquaient ces voisins et les forcèrent à changer de comportement. À moins que les petits pays n'aient eu une protection comme une arme secrète par exemple, ou des protecteurs encore plus puissants, alors le petit pays changeait son comportement ou était conquis. Eh bien, soumise, je ne sais pas, peut-être morcelée, pillée, avec de nombreuses victimes. Et d'ailleurs, les réparations qu'ils payaient aux vainqueurs, comme par exemple les slaves qui payaient un tribut aux Mongols, pendant combien 300 ans non, pourquoi? Après avoir perdu plusieurs batailles puis la guerre, ils ont choisi de ne plus se battre et de continuer à vivre. Ils ont décidé de payer, car pour les Mongols, seul le paiement comptait, pas leur survie, encore une fois. Je ne juge pas les actions, mesdames et messieurs, je constate simplement la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Hier et très probablement demain aussi. L'Union des républiques socialistes soviétiques était sans doute plus faible que l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie, la Hongrie et l'Autriche réunies. Mais avec le soutien des États-Unis et du Canada, elle n'a pas permis qu'on s'empare de son territoire. Revenons maintenant au Venezuela, qui a été pris par des cartels internationaux, c'est-à-dire par les fascistes islamiques et l'Union des fascistes communistes de la Chine et de la Russie. Et maintenant, quand on parle d'intervention là-bas, il ne s'agit pas de changer de régime, mais de rendre le pouvoir aux citoyens du Venezuela, qui avaient autrefois choisi démocratiquement le socialisme, mais comme tous les socialistes, ils n'ont pas voulu quitter le pouvoir. Ils ont ainsi transformé ce magnifique pays en camp pour la population. Et ils ont travaillé avec les Chinois pour, disons, le transformer aussi en un camp numérique. Regardez les Vénézuéliens, vraiment, ils souffrent beaucoup du fait que Maduro est prisonnier aux États-Unis. C'est la restitution, c'est la restauration de la souveraineté nationale. Donc, ce qui s'est passé au Venezuela, ce n'est pas de l'impérialisme, c'est Trump qui interrompt le fonctionnement de la machine impériale globaliste, qui transforme le banditisme politique en prise de pouvoir. Donc non, ce n'est pas l'Amérique qui s'étend. Il s'agit de récupérer ce qui a été volé, il s'agit de restaurer la souveraineté en révélant comment la richesse a été détournée, qui a acheté quoi et par quels intermédiaires. C'est une attaque contre un réseau de pouvoir corrompu qui semble s'étendre jusqu'à Washington et qui ne survit que lorsque les nations restent suffisamment faibles pour être discrètement contrôlées. Pourquoi les démocrates de gauche, les libéraux, les mondialistes, les progressistes, eux-mêmes se qualifient un peu toujours de progressistes, un peu comme Lénine a lui-même appelé son groupe criminel organisé les bolcheviks. Pourquoi mènent-ils toujours les pays vers des camps de concentration, vers l'oppression, la faim et la souffrance? Pourquoi n'apprennent-ils pas des leçons du passé? Pourquoi ne savent-ils pas faire deux et deux? Peut-être sont-ils tous stupides, je veux dire en termes de science ou d'ingénierie, ou bien ils ne savent pas extrapoler du particulier au général, ou inversement, reconnaître un schéma et comprendre comment il s'appliquera à leur propre cas. Mais ils sont stupides, que peut-on y faire? C'est pourquoi ils crient depuis la tribune « Tout doit être commun, rien de privé », alors qu'ils savent très bien que c'est précisément cela qui a détruit au moins une trentaine de pays rien qu'au XXe siècle. Et la foule de parfaits idiots en délire hurle et en pleurant s'arrache une petite culotte rose. Écoutez cet homme qui est loin d'être idiot mais qui est un menteur et un salaud. Ensemble, nous mettrons fin à la froide aliénation d'un individualisme rigide en la remplaçant par la chaleur humaine du collectivisme. Si quelqu'un n'en croit pas ses oreilles, le voici encore une fois. Ensemble, nous mettrons fin à la froide aliénation d'un individualisme rigide en la remplaçant par la chaleur humaine du collectivisme. Et voici une marxiste qui ne sait absolument rien de ce qui s'est passé au XXe siècle. Vraiment rien du tout. En fait, elle ne comprend ni les principes de l'économie, ni la psychologie humaine, ni la psychologie des foules, elle ne sait absolument rien sur quoi que ce soit. Mais elle a compris. Prenons à ceux qui ont gagné et partageons entre tous, et tout le monde aura tout de suite et pour toujours. Très bien, elle a parfaitement compris. Je pense qu'en réalité, pendant de nombreux siècles, nous avons vraiment considéré la propriété comme un bien individuel et non comme un bien collectif.
Et nous commençons à la considérer comme un bien commun et comme un modèle de justice collective. Cela exigera que nous adoptions un autre point de vue. Et cela signifiera que les familles, en particulier les familles blanches, mais aussi certaines familles de couleur qui sont également propriétaires, auront une relation complètement différente à la propriété de celle que nous avons actuellement. C'est-à-dire, les Blancs, vous avez construit, vous avez gagné, vous avez même économisé. Mais pour nous, enfin moi aussi je suis blanche, mais j'ai une âme noire, on a envie aussi. On veut vraiment ce que vous avez gagné, alors que nous, nos parents et nos grands-parents n'avons pas pu, car ils étaient un idiots. C'est pour ça qu'on en a vraiment envie. Et donc on prend la grande route avec Kistenium, on arrête votre carrosse, on vous prend tout ce que vous avez, y compris le carrosse lui-même, et on part avec nous-mêmes dans ce carrosse. Oui, et vous, si vous ne résistez pas, vous viendrez aussi avec nous sur le siège, vous serez nos compagnons de route, des compagnons sociaux, on a déjà vécu ça, n'est-ce pas? Oui, et si vous résistez, alors ce sera soit le camp, soit l'autre monde. Alors où? Si vous n'êtes pas musulman? Bien sûr, vous n'aurez jamais aucune vierge, pas une seule. Il me semble qu'elle a besoin d'un petit ami, et elle se calmera, bien que, qui sait, peut-être qu'il lui faut 2 petits amis. Pour revenir au Venezuela, à l'époque où il y avait encore des gens respectables sur Cable News Network, eh bien, très peu, mais il y en avait. En 2006, Lou Dobbs a mené une sorte d'enquête sur les machines de comptage des votes venant du Venezuela. C'est intéressant d'écouter et de comparer avec ce que Cable News Network raconte depuis plus de 15 ans après que ce même Lou Dobbs ait été renvoyé à cause de cette émission. Eh bien, Lou Dobbs. Une entreprise vénézuélienne pourrait être autorisée à acquérir l'une des principales sociétés de fabrication de machines à voter dans ce pays. Le Venezuela, dirigé par Hugo Chavez, tente d'influencer la plupart des pays sud-américains vers la gauche. Les critiques de cet accord affirment que la démocratie même de notre pays est mise en vente et que personne ne fait rien. Kitty Pilgrim rapporte que l'utilisation d'environ 19 000 machines à voter électronique lors des primaires à Chicago et dans le comté de Cook le 21 mars de cette année fait actuellement l'objet d'une attention particulière. La société américaine Sequoia, fabricante de ces machines, a été rachetée en 2005 par Smartmatic, entreprise privée détenue surtout par des hommes d'affaires vénézuéliens. À Chicago, face à de graves problèmes avec ces machines, une douzaine d'employés vénézuéliens sont venus aider lors des élections. Les responsables de Chicago sont extrêmement indignés par cela. Je pense que les élections américaines doivent être organisées par des entreprises et des citoyens américains et non par des citoyens vénézuéliens. Smartmatic est techniquement basé à Boca Raton, en Floride, mais le président de la société, Jack Blaine, a témoigné devant le conseil municipal de Chicago que moins d'une douzaine d'employés de Smartmatic travaillent en Floride, la majorité des employés étant basés au Venezuela. Les groupes de surveillance s'interrogent sur le contrôle des machines de vote américaines par des citoyens étrangers, surtout issus d'un pays au processus électoral très suspect. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une question sérieuse de sécurité nationale. Il est inacceptable que des entreprises appartenant à des sociétés non américaines aient un quelconque accès à nos élections. Le ministère des Finances doit contrôler la vente des entreprises américaines à des investisseurs étrangers lorsqu'il s'agit de sécurité nationale, comme dans l'affaire des ports de Dubaï, ce qu'on appelle le processus de vérification Committee on Foreign Investment in the United States au Congrès, on exige une enquête. Pour Smartmatic, plusieurs questions restent sans réponse. J'ai donc écrit à la ministre des Finances pour demander une vérification de la propriété. Elle est offshore, opaque et on ignore qui la possède. Le gouvernement doit absolument le savoir. C'est un risque pour le processus démocratique. Nous avons donc contacté le ministère des Finances pour savoir si la vente de Sequoia en 2005 avait été examinée. Le ministère des Finances nous a répondu qu'il était au courant de la vente, mais qu'il ne pouvait pas confirmer si elle avait été examinée ou non. Et certains membres du Congrès, ainsi que des groupes de surveillance électorale, exigent également une meilleure réponse que celle-ci. Lou. Eh bien, ce ministère des Finances déborde tout simplement d'incompétence. Sur plus de 1500 contrôles, ils n'ont arrêté qu'une seule vente d'actifs américains à des propriétaires étrangers. Mais l'entreprise qui fabrique les machines à voter, qui est absolument cruciale pour le dépouillement des voix dans ce pays, ils ne peuvent pas dire si le comité sur les investissements étrangers aux États-Unis l'a examiné. Sous-titre à Semkin, correction à Yegorova. Ils n'ont pas de réponse.
Pour nous, IJA est le plus arrogant, incompétent et bureaucratique des idiots. C'est-à-dire que le ministère des Finances essaie de devancer plusieurs autres organismes dans cette catégorie. Nous avons appelé. Je sais que Jon Snow est en poste depuis peu et que son mandat est limité. Peut-être qu'un de ses collaborateurs a au moins une compréhension de ce qu'il doit. Il doit répondre au peuple américain. Nous avons contacté les autorités qui attribuent la responsabilité à cette entreprise. Beaucoup se retrouvent donc dans une situation floue et incertaine, ce qui mérite un examen approfondi. Oui, cela mérite un examen approfondi. Parfait, oui, c'est certainement le cas et bien sûr, nous allons continuer à le faire. Je pense que nous devons rendre hommage à Congressman. Elle a fait un travail tout simplement remarquable en s'occupant de cette question. Nous lui tirons notre chapeau. Au moins, le correcteur A essaie d'apporter de la clarté. Kolakova. Appelez la Maison-Blanche, moi. Essayons de trouver la réponse pour que ce public sache exactement ce qui se passe d'ici lundi soir. C'est tout simplement ridicule. Nous examinons activement la situation, Lou. Merci Kitty. C'était déjà clair en 2006 et à cette époque, le président était qui ? Bush fils avec son père, ancien directeur de la CIA. Aucun secret n'existait entre la Maison-Blanche et les services coins de renseignement. Bush connaissait les programmes venus du Venezuela. Mais il a permis d'introduire leurs machines, leurs programmes, pour éliminer des représentants au Congrès de l'État de l'Illinois, ainsi que dans plein d'autres endroits et États. Et pour une raison quelconque, ils ont tous choisi un démocrate. Il est intéressant de noter qu'il coûte 4 fois plus cher d'utiliser des machines que des bulletins papier. À chaque élection, il y a des pannes et des anomalies totalement incompréhensibles dans ces machines. Il faut toujours faire intervenir des spécialistes qui viennent du Venezuela, qui réparent quelque chose soi-disant pour notre bien. Et c'est toujours inévitable. Les démocrates, y compris Biden, gagnent. Et Biden a obtenu 10 millions de voix de plus qu'Obama. Vous pouvez comparer la popularité d'Obama et celle de Biden, l'enthousiasme autour d'Obama et l'enthousiasme autour de Biden. Et puis ces 10 millions se sont de nouveau cachés et n'ont plus jamais voté ni montré. Ils sont apparus une fois pour Biden, ont voté, et puis se sont évaporés dans l'air, ou peut-être sont-ils repartis au Venezuela. Il est intéressant de noter que Bush Mlachi a remporté la présidence contre Gore, mais uniquement parce que dans l'État contesté, le gouverneur était son propre frère, et que la majorité à la Cour suprême était conservatrice. Pourquoi disons-nous qu'aujourd'hui est un tournant dans l'histoire ? Probablement parce que le monde a failli être pris par les communaux-fascistes. Sous toutes sortes de masques intéressants comme celui de progressiste, de libéral, de globaliste, démocrate, socialiste, est tout simplement un salaud, mais ceux-là comme des moutons, ils ont ce salaud déguisé en mouton, et seul un miracle. C'est Trump, c'est sa ténacité, sa chance. Une balle à 1 centimètre de la mort et une détermination incroyable ont ouvert une brèche dans le sombre cauchemar du wokisme mêlé à l'islamisme. Je crains que, dans sa pire version, ce soit aussi une percée en politique intérieure. Les procès sans fin commenceront justement pendant la campagne électorale pour le Congrès de 2026, de cette année même, qui a déjà commencé pour nous. Et la politique étrangère affaiblit le bloc anti-américain et aide nos amis au Venezuela, en Arabie Saoudite, en Iran, en Israël, partout. Sans parler de la chance de mettre fin à la guerre en Ukraine, sans céder à la Russie des territoires supplémentaires qui ne sont pas encore occupés par elle. C'est un moment absolument historique dans l'histoire de notre civilisation. Avant, j'entendais toujours dire que les changements étaient toujours pour le pire, mais maintenant je me rends compte que certains changements peuvent être pour le mieux et d'autres pour bien mieux encore. Je félicite tout le monde pour l'opportunité qui nous est soudainement offerte et à la prochaine rencontre.